Et donc la parole est à Luciano pour les réacteurs. Donc, je vais faire une brève introduction de notre société. Après, je vais rentrer un peu plus dans la technique de notre programme d'activité. Donc, Nucleo, c'est une start-up qui a une vitesse de croissant très rapide. J'ai embauché le premier ingénieur le 1er septembre 21 et aujourd'hui, on est 1000. Donc, on a pu collecter plus de demi-milliard d'euros pour notre activité et il y a plus de 700 investisseurs. Donc, ce sont beaucoup d'investisseurs dilués, je dirais. Chacun a mis une somme qui était relative à leurs possibilités, je dirais. Donc, on est beaucoup. Mais beaucoup de notre investisseurs ils vont nous suivre et vont encore investir. Alors, autre chose à dire, notre société a été localisée au début en Angleterre, mais cette année, on l'a transférée à Paris. Donc, on est une société française à tous les effets, avec des sociétés contrôlées en Italie et en Angleterre. Bon, on a aussi une petite société suisse et maintenant on est en train d'établir des rapports très importants avec la Slovaquie. Je vais vous en parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du projet, évidemment, pour notre réacteur, pour 2 réacteurs, un réacteur de 30 MW, que ce sera un réacteur d'irradiation, parce que malheureusement, il n'y a pas de réacteur d'irradiation rapide en Europe, il n'y a pas aux États-Unis, et on espère que le Japon remet en fonction Joyo. Et nous intéresse beaucoup. Notre filière il est basée sur un réacteur de 200 MW électrique, 480 thermique. Et donc ça, ce sera notre produit. Évidemment, pour alimenter notre réacteur, il faut du combustible. Et pour ça, on s'adresse aussi à la fabrication du MOX. Mais sur ça, vous aurez une information plus détaillée de la part de mes collègues. On a aussi acheté des sociétés qui nous servent pour faire notre programme de développement et qui nous servent pour des fabrications spécifiques. Je vous en parlerai aussi plus en détail de ces sociétés, mais ce sont des sociétés, en particulier la société RRS Fucina, qui ont fabriqué la plus grande partie de l'installation expérimentale en plomb en Italie, en Angleterre, en Chine, en Roumanie. Donc, comme je dis, on croit. J'ai visité pour la première fois notre siège ici, Aix-en-Provence. C'est l'un des 19 locaux que nous avons pour localiser notre personnel. Évidemment, il faut mettre les bureaux où il y a l'expertise. Et ça, c'est un petit peu notre stratégie compte tenu du fait qu'on peut se parler facilement avec les nouveaux moyens de communication. Donc ici en France, il y a Lyon, évidemment, mais il y a le centre à Paris, il y a Avignon. Donc on est bien placé. Évidemment, on est beaucoup, comme vous avez dit. On croit, on a une équipe de dirigeants hautement qualifiés. Bon, il y a les premières 3, on est les fondateurs.
Donc c'est moi, c'est Stefano Buono et Elisabetta Rizzotti. Donc moi je m'occupe surtout de l'aspect technique. Et Stefano Buono, il s'occupe surtout des financements, la recherche des financements. Et Elisabetta Rizzotti de l'organisation, mais elle est physicienne, mais une grande expérience qui vient dans le secteur bancaire. Et donc, que c'est très utile, évidemment, pour notre activité. Là, probablement, vous reconnaissez quelqu'un. Il est aussi dans la salle, dans des groupes de dirigeants qui ont une fonction toute particulière dans notre société. Comment elle a commencé cette activité? Dans le passé, vous avez entendu parler en France du Rubiatron. On parlait du Rubiatron du projet de Carlo Rubbia. Donc Carlo Rubbia avait lancé l'idée des réacteurs sous-critiques. Personnellement, je n'étais pas très intéressé à l'idée du réacteur sous-critique, mais j'étais très intéressé à la technologie du plomb. Donc, les réacteurs sous-critiques, il avait besoin. Parce que venant d'une expérience Super Phoenix, et considérant qu'en cette période-là, à la fin des années 90, on était tous en difficulté, quand on a commencé à parler du plomb, j'ai commencé à penser que ça pouvait être une solution alternative au sodium pour faire un réacteur rapide. Donc, j'ai soutenu beaucoup l'expérience de Carlo Rubbia, qui a apporté 3 avantages pour moi. D'un côté, des financements de la part du gouvernement italien, qu'il avait interrompu après Tchernobyl, évidemment, mais Rubbia, il a pu remotiver notre gouvernement pour nous donner des financements pour faire de la recherche et développement. Et en plus, il nous a permis de rentrer en contact avec les experts russes et d'avoir aussi des financements pour commencer les expériences avec les plombs. En réalité, à cette période-là, on pensait au plomb bismuth, parce que ça, c'était un peu l'expérience russe. Mais tout de suite, après les premières expériences et les premières évaluations, nous avons compris que ce n'était pas la bonne solution, pas du tout. Le plomb bismuth, vous savez que sous les radiations neutroniques, il produit des quantités industrielles de polonium. Et en plus, au niveau technologique, les plus corrosives du plomb à même température, mais il y a d'autres quantités de complications. Bon, je peux vous dire, par exemple, on a fait des essais avec du plomb bismuth gelé dans des tubes à section rectangulaire. Vous l'arrivez depuis quelques mois, vous gelez, et après quelques mois, vous le trouvez arrondi, le tube. Il y a une recristallisation à l'état froid qui nous a fait casser des tuyauteries. Donc, on a découvert pas mal de choses et donc, on a décidé de passer au plomb pur, mais là aussi sous indication des Russes, particulièrement de Viktor Orlov. Il y avait des groupes de Russes qui voulaient vendre la technologie, mais il y avait Viktor Orlov qui tenait qui en Europe, on démarre une filière plomb et qui nous passait les bonnes informations. Donc, au Brasimone, en Italie, on a commencé à bâtir les premiers circuits plomb, plomb bismuth au début encore, et donc particulièrement les circuits Circe, qui est encore en fonction depuis l'année 2002. Et on l'utilise encore parce que là, c'est 70 tonnes de plomb bismuth, donc un peu grand. On ne l'a pas encore remplacé avec le plomb pur. Tous les autres circuits qui étaient au plomb bismuth, on les a modifiés et on est passé au plomb pur. Qu'est-ce que sont les autres états importants
de notre expérience, évidemment, c'est l'activité Generation 4, dans laquelle on sait bien que les plans Bismuth a été sélectionné dans la liste des 6 projets qui sont proposés pour le développement futur. Dans le cas du programme Micanet en Europe, le plan il a été considéré comme un réacteur digne de financement de la part d'Euratom. Et donc, il y a eu beaucoup de financements qui ont été apportés aux centres de recherche européennes, et particulièrement l'ENEA, mais aussi KISEN en Belgique, Karlsruhe Institute of Technology in Germany, and also Sweden has received some financing for the research and development on LED. So, in conclusion, an important R&D activity has been done dans les différents pays européens. Plus en détail, qu'est-ce que je peux encore préciser? Effectivement, la création de Nucléo a été l'année 21, mais moi j'ai apporté toute l'activité que j'avais faite dans les années précédentes, et particulièrement, moi j'étais allé toujours à la recherche des financements pour développer cette technologie. Et ce que j'avais trouvé des financements aux États-Unis, de la part de la société Hydromine, basée en Luxembourg, mais propriété d'un Américain. Et le 21 septembre 2018, j'ai eu l'approbation du gouvernement chinois pour la réalisation d'un réacteur de 6 MW électrique. Il y avait aussi tous les financements prêts, mais la nouvelle disposition de Trump, ils ont bloqué l'initiative, mais d'un côté, ça a favorisé le passage de tous les droits à la nouvelle société Nucléo. Donc, d'un côté, il a facilité ma tâche. Donc, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de développements, beaucoup d'effets. Je ne vais pas dans les détails de tout, mais en particulièrement, on a eu beaucoup d'interactions avec l'ASN, IRCN. Et donc, soit sur les réacteurs, soit sur l'usine de MOX. Donc, sur les 2 lignes d'activité, nous avons eu 10 réunions préparatoires, une semaine pleine à la fin du mois de novembre, et après vous aurez plus d'informations, m'a été déjà présenté le DOS pour ce qui concerne les MOX. La dernière information d'hier, c'est très important, à Rome, à la présence du président de la Slovaquie avec des ministres slovaques présents et à la présence de notre ministre de l'Industrie, il y a la signature de l'accord final pour la création de joint venture avec Jarvis pour la création de 4 réacteurs sur le site de Buhonovic. Et il y a un deuxième accord qui a été signé avec la société Vouget. Donc, ça a été fait en Italie pour encourager aussi notre gouvernement, évidemment. Mais ça, c'est une importance très importante pour la France, parce que l'idée, c'est que la Slovaquie pourrait éviter de recourir immédiatement au dépôt géologique et amener son combustible à l'AG pour le retraiter et donc utiliser le plutonium qui vient du retraitement pour alimenter
notre 4 réacteurs rapides. Donc, ça, il y a une discussion qui est en cours avec Orano. Mais donc, ça pourrait être un bon exemple pour l'Europe, hein, et pour les rapides, parce que je pourrais espérer que d'autres pays y suivent cette idée, que c'était l'idée initiale d'il y a 40 ans. Et donc, bon, évidemment, on a perdu 40 ans, mais je me ressens jeune, non, en vous racontant ces choses. Bon, alors, quelques informations techniques, mais je vois il y a tellement d'experts ici que c'est peut-être vraiment inutile, mais s'il y a quelques jeunes dans la salle, donc pour rappeler que quand on extrait de l'uranium dans la mine, suppose qu'on extrait, je ne sais pas, 1000 kilos d'uranium, ben, seulement 7 kilos sont d'uranium 235, et c'est la seule partie qui peut être brûlée dans le réacteur à dos, pratiquement. Donc, un réacteur à dos ne peut pas être alimenté avec l'uranium naturel, donc on va à la centrale d'enrichissement. Grosso modo, on va extraire 90% qui est l'uranium appauvri, hein, qui n'a pas de valeur commerciale, et qui, si on reste à réacteur à dos, ça devient un déchet. Et par contre, l'autre 10%, on l'utilise pour la fabrication du combustible des réacteurs à dos, dans lequel on brûle, grosso modo, les 5% des combustibles uranium 235 qu'il y a dedans. Donc, à la fin, on brûle seulement 1 kg d'uranium de 100 kg qui sont extraits de la mine, ou bien 5 kg tous les 1000 kg. Et on produit des combustibles usés que si on veut l'envoyer au dépôt géologique, il a une décroissance de la radiotoxicité selon la courbe rouge. Qui est dans les schémas. Si par contre on extrait les protonions comme on fait en France, on arrive à la courbe bleue. Si en futur on fait mieux, donc on ne se contente pas de brûler seulement les plutoniums, mais aussi des actinides mineurs, bon, on peut approcher la courbe jaune. Donc, pour dire que les réacteurs à dos, ils fonctionnent bien, ils produisent l'électricité, mais en termes de cycle de combustible, ils ont quand même des limites. Par contre, si on demain, on l'a déjà fait dans le passé, mais si on développe une série de réacteurs rapides, évidemment, on peut utiliser les 100% de l'uranium naturel, parce qu'un réacteur rapide peut être alimenté avec l'uranium appauvri, l'uranium du combustible usé, du plutonium, des actinides mineurs, et donc on augmente de facteur 200 la production d'énergie électrique en partant de la même quantité d'uranium naturel, et on réduit la radiotoxicité du combustible usé. Donc, avec seulement 1 kg de combustible, on peut produire 1 TWh électrique. Donc en France, ça suffirait 50 tonnes de combustible, grosso modo, pour produire toute l'électrique utilisée dans chaque an. Donc en considérant toutes les réserves d'uranium appauvri, la France pourrait produire énergie électrique au niveau annuel actuel pour les prochains 7000 ans. Donc, pour dire que les réacteurs rapides peuvent assurer l'indépendance énergétique de tous les pays, sans risque de pénurie de combustible. Donc, les réacteurs rapides en cycle fermé par rapport aux réacteurs à dos permettent la réduction d'un facteur 2 dans les besoins d'uranium naturel,
Mais comme ils ont un rendement plus élevé parce qu'ils montent en température, ils peuvent réduire de 30% de la chaleur qui est dégagée vers l'environnement, peuvent réduire de 20% la production des produits de fission et évidemment, on a déjà parlé, une réduction drastique de la radiotoxicité des déchets. Et déjà, Fermi, il avait déclaré les pays qui seront les premiers à développer un réacteur surgénérateur aura un grand avantage concurrentiel dans le domaine de l'énergie atomique. Je sais que ce concept il a été repris par Joël Guides, qui récemment ici a fait une conférence en présentant son bouquin auquel j'ai contribué pour 3 paragraphes et 3 chapitres. Et qui a présenté chez nous in Nucléo le 20 septembre à Lyon. Et donc, évidemment, j'aime bien lire quelques sentences écrites dans le livre de Joël. La terre brûle et il est donc urgent de changer nos modes de production et en particulier d'arrêter l'utilisation d'énergie fossile. Donc, il dit simplement, il faut développer du nucléaire. Mais il insiste sur le fait, pas de nucléaire quelconque, nucléaire rapide. Et dans la première page, on peut lire « Nos déchets nucléaires vont-ils passer à la poubelle ou fournir notre énergie pour des milliers d'années ?» Ça, c'est un conseil très important. Et il explique le fait que quand on parle de rapide, on ne songe pas. On les a déjà vus. Hein? J'ai dit, ce que j'ai dit au chapitre 3, les réacteurs rapides existent. Je les ai rencontrés. Effectivement, beaucoup de personnes qui sont ici ont vécu l'expérience Super Phoenix. Et moi, j'étais dans le team qui a travaillé sur la construction. Mais effectivement, vous savez comment s'est passée l'histoire. Il y a beaucoup de raisons. Je ne reviens pas pour lesquelles après... on a passé 40 ans de désert, comme je dis, mais j'espère d'avoir fait la traversée du désert. En cas, il est certain que les réacteurs refroidis au sodium se sont montrés un peu plus chers des réacteurs refroidis à l'eau. Hein. Et une des raisons principales, c'est le fait qu'il faut un circuit intermédiaire. Mais alors, nous, comme Nucléo, on veut développer un réacteur refroidi au plomb parce qu'on espère qu'avec le plomb, on peut être compétitif en termes de coûts avec les réacteurs à dos. Je ne vais pas annoncer qu'on sera compétitif avec les réacteurs de 1600 MW à dos, mais ce que je vise, être sûrement compétitif avec les modulaires à eau de la même puissance. Et de ça, je suis presque sûr. Mais l'histoire le démontrera. Mais évidemment, malgré on change des systèmes de refroidissement, dans le sens où on passe du sodium au plomb, je dis, toute l'expérience sodium, il est utile. Évidemment, parce que les combustibles, c'est les mêmes déjà. C'est exactement les mêmes. C'est ce qui vous préciseront mes collègues. Mais les problématiques, il est aussi vraiment similaire. On travaille dans un système qui n'a pas de pression. Il a les mêmes problèmes de stratification qu'il y avait dans les réacteurs sodium. Donc, les problèmes de choc thermique, il y a des vaisselles qui sont minces, mais qui ont d'autres problèmes de réalisation. Donc, on peut utiliser les mêmes codes. Évidemment, il faut changer les propriétés du sodium, il faut introduire les propriétés du plomb, il faut faire des essais pour voir quels sont les nouveaux coefficients d'échange et tout ça. Mais la technologie de base, c'est la même. Et moi, j'ai commencé à développer, quand je n'étais pas Nucléo et je n'avais pas assez d'argent. Et donc, j'ai travaillé avec un groupe
la plus grande partie des retraités que j'ai payés quand j'avais l'argent, eh bien, c'était 10 personnes, tous ex-Super Phoenix. Hein? Et donc, sûrement vous connaissez ça, beaucoup d'eux. Bon, donc, alors les plombs, d'où vient? Ben, évidemment, ce n'est pas moi qui ai inventé l'idée d'utiliser les plombs, ce sont les Russes qui utilisaient le plomb bismuth dans leurs sous-marins. Hein. Mais, et donc, actuellement, il n'y a pas de sous-marins refroidis au plomb bismuth en fonction. Mais, ce qui est intéressant, la Russie, il a commencé la réalisation d'un réacteur de 300 MW électriques refroidis au plomb pur. Donc, dans le cadre du projet Priori, bon, ils ont déjà construit l'usine de fabrication de combustible. Ils sont en train de construire les réacteurs Brest. Ça, c'est une photo qui date d'un an. Mais selon le programme, à fin 2026, cet réacteur il sera en fonction, s'il respecte les dates. Hein. Et après, dans le même site, ils développeront aussi les modules de retraitement. Donc, c'est un programme d'une grande envergure. Bon, alors, les plombs. Pourquoi les plombs? Bon, les plombs, d'abord, a beaucoup d'avantages. D'avantages pour un réacteur rapide. Parce qu'évidemment, il absorbe très peu, vraiment peu. Donc, s'il absorbe pas beaucoup, on peut augmenter la distance entre les aiguilles de combustible. En plus, il ne modère pas non plus. Donc, encore, l'effet de l'augmentation de la distance entre les aiguilles, ça n'apporte pas de problèmes particuliers. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'après on verra. Il peut y avoir beaucoup d'avantages. Donc, ça au niveau neutronique. Mais on n'a pas les problèmes qu'on a dû résoudre avec le sodium, le fait qu'il ne brûle pas, en effet. Il ne réagit pas avec l'eau. Donc, récemment, j'ai demandé des essais d'injecter beaucoup d'eau dans un réservoir plein de plomb et il ne se passe rien. Bon, évidemment, il va évaporer, hein, parce que la température du plomb, il faut qu'elle soit élevée. Et donc, ça se transforme en vapeur. Mais au niveau chimique, ça ne se passe absolument rien. Et l'effet aussi sur la teneur d'oxygène contenu dans les plombs, il change vraiment un minimum, vraiment. Donc, à la limite, on pourrait imaginer, on ne le fait pas, hein, mais on pourrait imaginer d'avoir un ciel de piles du réacteur où il y a de la vapeur, hein, plutôt que l'argon. Ben, on va mettre l'argon quand même, pour d'autres raisons. Donc, c'est un système qui ne demande pas de la pression, et ça, c'est comme le sodium. Il a un coefficient d'échange relativement bon, pas si bon que le sodium, mais bon. Et il a une grande capacité de retenir des produits de fusion volatiles. Donc, s'il y a de l'iodium, s'il y a du césium, strontium, bon, il aura tendance à rester dans les plombs et pas s'échapper. Donc, en disant ça, vous pourriez me poser la question, mais s'il y a tout cet avantage, les plombs, ben pourquoi il y a seulement Nucléo, pratiquement, qui investe dans cette technologie? C'est une question que quelqu'un de vous a pensé. Et la réponse, c'est que les plombs, il y a aussi quelques défauts. Hein. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Et il y a des défauts, je dirais, qui ont découragé les premiers
les premières organisations qui sont lancées sur les plombs. Tous ceux qui ont commencé avant nous, en particulièrement les États-Unis, au Japon, ils ont abandonné la technologie plomb. Et quels sont les problèmes graves qu'il faut résoudre dans un projet plomb? Vous pouvez bien imaginer les inconvénients. Les plombs à une grande densité, 10,5, hein? Donc kilos par litre. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé un problème sismique insoluble et a décidé, bon, j'abandonne. Un autre problème, c'est le rechargement du combustible. Il y a beaucoup d'experts ici. Vous savez bien que changer le combustible en réacteur sodium est plus compliqué qu'un réacteur à eau parce qu'il n'y a pas de visibilité de la machine de transfert. Mais en plomb, c'est encore pire parce que la température à laquelle il faut recharger le combustible est plus élevée. Et la fusion est 325, donc au moins 370. On ne voit pas en plomb, comme en sodium, mais il y a pire, parce que l'élément de combustible, on ne peut pas le poser sur la grille, sur les sommiers, hein, si j'utilise le terme superphénix, parce que ça va remonter, ça flotte en plomb. Donc, il faut les connecter au sommier. Donc, ça va compliquer les sommiers. Ça va compliquer le dessin d'éléments de combustible et la machine de transfert. Moi, j'ai fabriqué dans le passé un élément de combustible avec un système d'accrochage. Et ma conclusion, ça a été la limite de la faisabilité. Il faut trouver une autre solution. Un rechargement comme ça en plomb, c'est pas crédible. Donc, et en plus, il y a un autre problème qui, en plomb, pour raison d'érosion, corrosion-érosion, il faut réduire la vitesse par rapport au sodium. Donc, mais si on réduit la vitesse d'un facteur 2, on risque d'avoir un primaire qui est 2 fois en volume. Donc, il y a des jugements. Quelqu'un m'a dit, mais oui, tu élimines les circuits intermédiaires et tu gagnes de l'argent. Mais si ton primaire il est 2 fois plus grand, tu ne gagnes rien. Et donc, pourquoi on devrait développer une nouvelle technologie s'il n'a pas un avantage économique? Donc, tous ces problèmes, ils étaient ouverts jusqu'à l'année 2005, je dirais. Après l'année 2005, moi, j'ai lancé les premiers européens ELSI, dans lesquels on a commencé à la solution des premiers problèmes. Hein. Je dirais que donc, les progrès, il a commencé en Europe. Hein. La Russie, c'est autre chose. En Europe l'année 2006. Alors, première chose, la densité du plomb. Si on continue à dessiner un réacteur qui a cette proportion, et là je vous présente les schémas que vous trouvez dans le Generation 4, les schémas plomb, avec un réacteur, là ils ont dit, il peut circuler en circulation naturelle. Oui, d'accord. Ruby aussi voulait faire un réacteur en circulation naturelle. Le Rubiatron, il était en circulation naturelle, mais il était 30 mètres de terre. Et moi, je cherchais de expliquer que 30 mètres de terre plein de plomb, c'était difficile. Donc, si on dessine un réacteur comme ça, on n'a pas de chance. Mais si on arrive à le dessiner comme ça
Ça change complètement. Donc, il ne faut pas, si on a un réacteur au plomb, dessiner un réacteur qui est 20 mètres d'auteur comme Superphénix, sinon on n'aura pas de chance. Il faut réduire l'auteur. Ça, c'est la première considération. Dans le cas de Brest, ils ont résolu de façon différente. Ils ont mis un vessel en béton armé. Et ça, c'est une autre solution que quelqu'un pourrait explorer, mais pour le moment, nous sommes restés dans une solution un peu plus classique, donc avec un vaisselle en acier. Ça, c'est le schéma des principes de notre réacteur. Alors, qu'est-ce que... Ah, il n'y a pas de flèche. Qu'est-ce que je voulais faire comme considération? La première chose, l'auteur de notre réacteur n'est pas 20 mètres, n'est pas 15 mètres, c'est seulement 6,5 mètres d'auteur. Avec 6,5 mètres d'auteur, on a vu qu'on peut résoudre les problèmes sismiques. En plus, on a cherché de compacter au plus possible les réacteurs. À ce point qu'actuellement, notre dessin n'a pas un volume deux fois celui d'un réacteur équivalent au sodium, mais il a un volume à rapporter à la puissance qui est 5 fois moins de phénix et 3 fois moins de superphénix, malgré l'effet d'échelle qui n'est pas favorable, évidemment, parce que si on fait un réacteur plus grand, on y gagne, toujours. Donc, comment on a pu gagner un facteur 6? Ça, effectivement, on l'a gagné par rapport à la situation, je dirais, 2005. Avec une série de modifications importantes, donc on a revu complètement le layout du primaire. Et donc, les premiers projets ont été faits, l'organisation dit, bon, c'est le métaux liquide, on change le sodium, on met du plomb. Et là, on est coincé. Donc, on a modifié beaucoup de choses. Première chose, bon, on met un générateur de vapeur. Le générateur de vapeur, il est dans les primaires, et le générateur de vapeur est plus compact qu'un échangeur intermédiaire, hein, ça en général. Mais ça dépend aussi du type de générateur de vapeur. Là, nous avons proposé un nouveau type de générateur de vapeur. Là, vous voyez les générateurs de vapeur Superphénix, en hélicoïdal. Et moi, j'ai commencé avec un générateur de vapeur en hélicoïdal. Mais après, j'ai découvert que si plutôt que faire un hélicoïdal, je faisais des tubes qui étaient en hélice pleine, superposés, comme celui-là, qui a été testé il y a une quinzaine d'années. Et donc, un débit radial, considérant que si je fais un débit radial, j'ai beaucoup de sections disponibles, je peux rapprocher les tubes. Donc, en passant d'un réacteur à hélicoïdal type Superphénix à ce nouveau type de générateur de vapeur, j'ai gagné un facteur 2. Mais cet facteur 2, je cherchais de le gagner en hauteur, évidemment. Autre chose, là, si vous voyez dans ce schéma, la rentrée du plomb, pardon, oh mon Dieu, la rentrée du plomb est par le bas. Donc la pompe elle est mise dans les collecteurs chauds, n'est pas mise dans les collecteurs froids. Je me rends compte que c'est une hérésie, en quelque sorte, parce qu'on met toujours la pompe dans les collecteurs froids, mais en la mettant dans les collecteurs chauds comme ça, moi je pousse le plomb du bas vers le haut, et donc je peux localiser les générateurs de vapeur au plus haut dans le vaisselle, parce que si j'ai une pompe et le plomb il rentre par le haut, je dois mettre la rentrée plus en bas
pour ne pas avoir l'entraînement d'argon. Et vous savez, Superphénix, la fenêtre est localisée presque 1 mètre plus en bas. Et donc là, j'ai gagné 1 mètre, juste. Voilà. Après, sur Superphénix, vous avez le cœur et vous avez tous les assemblages shielding pour protéger. Il faut toujours une cuve de séparation entre les collecteurs froids et les collecteurs chauds. Mais comme là, on a du plomb, on a dit, ce qu'il faut faire, il faut faire plus grand cette vaisselle de séparation au niveau du cœur. On va interposer 1 mètre de plomb et ce mètre de plomb, il fait le shielding. Donc, je n'ai pas besoin de mettre d'éléments shielding au PNL de Superphénix, parce que si je mets des éléments de shielding, je vais les remplacer et ils vont m'occuper la place dans la partie supérieure, qui c'est la partie critique, où j'ai tous les composants. Parce que dans la partie basse, je n'ai rien, pratiquement, parce que la pompe, comme la température d'ébullition du plomb est très élevée, il est très facile d'assurer l'NPSH pour la pompe. Donc, ça suffit qu'il y a immergé dans 1 mètre, pratiquement. Donc, dans le cas sodium, il faudrait le mettre en bas. Ici, je peux le mettre en haut. Donc, je n'ai rien dans la partie basse. Je peux agrandir mon vaisselle. Et donc, j'évite tous les éléments shielding. Bon, ça, donc, c'est notre contribution à la réduction des dimensions. Mais, alors, ça, c'est la raison pour laquelle, à cause de cette forme du vaisselle interne, qui a la forme d'une amphora, on a donné le nom LFR et ES, donc, que ça veut dire amphora shape, avec la forme d'une amphora, des Sam. Bon, il y a d'autres choses encore. Stockage interne. On a éliminé, là on a fait notre hérésie, on a éliminé le stockage interne. Alors, évidemment, si on met, vous savez bien que dans la rapide, c'est difficile d'évacuer les combustibles après l'arrêt du réacteur, donc on les garde, on peut les garder à l'intérieur du vaisselle pour une année, pour attendre que la puissance se soit réduite et donc de pouvoir transférer à l'extérieur. Mais si on met un stockage interne, évidemment, il y a des solutions. Ou bien on les met à haut par rapport au cœur. Si c'est le cœur, on peut le mettre ici, mais ça va presque doubler la hauteur du réacteur. Et si je le mets à côté, alors, évidemment, je suis obligé de mettre beaucoup de shielding, de protection, sinon, mon stockage il est couplé au cœur. Et le plomb il est un bon réflecteur, mais ça ne coupe pas tellement, parce que les neutrons diffusent relativement bien. Donc, éliminer le stockage interne, c'est pratiquement gagner un facteur énorme sur les dimensions. Mais alors, elle dit, mais comment faire à les refroidir? Mais ça, c'est la question. Alors, j'ai dit, on peut les refroidir parce que notre assemblage, comme je dis avant, on a augmenté la distance entre les aiguilles de combustible. Et alors je vais peut-être arriver à une section là. Voilà. Si vous voyez la section de... Ah, on ne les voit pas. C'est incroyable. C'est dans on les voit sur les computers, mais on ne les voit pas dans l'écran. C'est ici. Mais, alors ça, on a voulu maintenir en secret, évidemment. Non, qu'est-ce qu'on a? C'est un élément hexagonal et on a mis un hexagone interne. Donc, on a condamné les 19 barres qui seraient à l'intérieur. Parce qu'évidemment, c'est qu'elles risquent d'être plus chaudes. Donc,
on a éliminé les 3 couches internes, 1, 6, donc 1, 6, 12. Et donc pour réduire le nombre des couches des tubes, d'aigus. En plus, la distance est plus élevée et on utilise cette tube centrale pour refroidir l'assemblage combustible quand on fait le transfert dehors. Évidemment, non, il ne rampe pas. Il ne rampe pas. Et donc, si on cumule tous ces facteurs, on a démontré qu'on peut les refroidir dans les transferts du réacteur jusqu'à la piscine. Évidemment, c'est un système actif. Mais vous pouvez me demander qu'est-ce qui se passe si tout ça, ça ne marche pas. Effectivement, si tout ça, ça ne marche pas, ce n'est pas dramatique parce que les coefficients, on a mesuré que quand une pièce d'acier il est resté en plomb, ben, on le sort, il a une émissivité relativement importante. Donc, l'émissivité que nous avons mesurée est 0,72, qui est plutôt élevé. Et donc, compte tenu que les aiguilles sont plus espacées, que les dimensions de l'assemblage combustible n'est pas très élevée, qu'il y a cette émissivité importante des aiguilles et de l'hexagone autour. La température qu'on peut accepter dans les cas extrêmes sont encore des températures acceptables, bien loin de la fusion de la gaine. Hein. Donc, considérant tout ça, on a décidé d'éliminer le stockage interne. Et ça, c'est une simplification énorme. Et ça, c'est une des raisons principales, cumulées tous les autres que je vous ai décrits, pour réduire, gagner un facteur 6 par rapport à un projet dans lequel on substitue simplement le sodium avec le plomb. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, je vais à l'arrière parce que je suis... Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est très compact. La machine, il y a autre chose qui doit... Je dis, ça c'est pour les dimensions, mais les transferts du combustible. Je dis avant, c'est un problème d'avoir une machine qui peut opérer en plomb. Mais comme notre réacteur est très court, qu'est-ce qu'on a imaginé? On va allonger le manche de combustible avec une manche. C'est une partie métallique qui n'a pas de fonction que de ramener la tête de l'assemblage en gaz. Donc, nous avons un élément de combustible qui est quand même à la fin, à la longueur de l'élément de combustible superphénix, compte tenu de l'auteur du vaisselle, avec la tête en bas, en gaz. Donc, la partie d'acier qui est en gaz va compenser la poussée du plomb. Donc, on est neutre. Donc, pratiquement, l'assemblage combustible, il est tenu par le plomb. Mais évidemment, nous, on va le fixer sur la tête. Les têtes, ils sont toutes interconnectées. Quand on doit rechanger le combustible, donc on aura encore une machine externe, les bouchons tournants, la machine va se placer sur la verticale de l'assemblage et va se connecter à la tête qui est en gaz. Ça suffit d'avoir une rotation des 6 cames, 3 de l'élément et 3 des éléments adjacents, pour déconnecter l'assemblage des autres et on peut les sortir. Ça, c'est Donc, on n'a pas de machine de rechargement interne. Il y a seulement la machine. Comme je ne savais pas la dessiner, je dis, je l'élimine.
et on a seulement la machine externe. Évidemment, cette machine externe, il est compliqué parce qu'il y a tout le système de refroidissement de l'assemblage pendant les transferts du réacteur à la piscine à eau qui sera à côté. Okay? Cette machine, évidemment, il est en train de projets et on va la tester. Comme beaucoup d'autres choses qu'il faut tester. Je pense que je suis un peu en retard, donc je cherche d'aller plus vite en disant que donc on a fait beaucoup de choses qui sont différentes du passé et on a beaucoup de solutions qui sont exactement l'inverse. Le fait que l'accélération de l'élément de combustion est l'inverse, on a fait beaucoup de solutions qui sont exactement l'inverse de la tradition. Alors, tout ça, c'est propriété intellectuelle nucléo. Donc, il y a déjà une quinzaine de brevets déjà approuvés, mais il y en a une autre dizaine déposés et d'autres encore qui sont en cours de rédaction. Parce qu'on découvre tous les jours quelque chose de nouveau, en effet. Comme il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sérieusement sur les plombs, donc tous les jours on découvre quelque chose. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu de notre programme. Je cherche d'aller vite pour dire que les références, c'est de 200 MW électriques, possiblement couplées à 4 pour utiliser la même machine de rechargement du combustible et la même piscine d'eau, parce que ça, c'est un coût relativement important du système. Et donc, si on peut les mutualiser, on y gagne. Le réacteur, il a 6 pompes, 6 générateurs de vapeur. Ça, vous avez une description du système et vous voyez la position des bouchons tournants, les dimensions de la pastille qui est un peu plus grande que celle des Super Phoenix, mais avec la trou centrale, donc c'est vraiment similaire à la tradition sodium. Ça, c'est le réacteur d'irradiation de 30 MW qu'on commencera à opérer en température un peu plus faible. Alors là, il y a l'autre problème des matériaux. Donc, les matériaux Super Phoenix peuvent travailler en plomb jusqu'à maintenant, on est sûr, jusqu'à 480-500 degrés, pas au-delà. Donc, les problèmes critiques, c'est la gaine du combustible. Sur les autres composants, nous avons résolu les problèmes avec une luminisation. Donc, ce n'est pas cementation pratiquement, mais la gaine de combustible, comme elle est tirée à froid, on ne peut pas faire de pack cementation. Donc, on a cette limite de 480-500 degrés. Donc, on commencera à opérer les réacteurs en température sortie plomb du cœur des 440 moyennes pour avoir la marge qu'il est nécessaire. Mais on est en train de travailler sur le système des dépôts d'alumina sous la gaine pour, dans les rechargements suivants, pouvoir monter en température. Donc, nous avons fait un accord avec l'ENEA, donc nous utilisons le site où il y avait le réacteur sodium PEC vidé dans les buildings et nous utilisons les buildings pour installer notre installation expérimentale. Donc nous sommes en train d'investir des 100 millions de recherche et développement qui est pour les matériaux, pour la thermohydraulique, pour la vérification des composants. Donc on fait un indice sur les matériaux, sur les composants, sur la manipulation du combustible et à la fin des essais d'ensemble. Donc ça, c'est le site de Brasimone et les locaux dans lesquels ils sont localisés notre installation d'essai. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, on a des boucles NEA que nous avons transformées au plomb et que nous allons utiliser. On a installé, on a de nouvelles installations nucléo.
Et par exemple, on est en condition, on a 108 positions pour spécimens d'acier en plomb stagnant, mais avec contrôle de l'oxygène et de la température, évidemment. Nous avons une loupe avec 32 positions en plomb en circulation. Avant avril, nous aurons une autre loupe qui va nous donner, ajouter 160 positions à plomb en circulation. Nous avons des circuits pour laisser des coefficients d'échange transversal, et ça c'est pour les générateurs de vapeur, parce que la plus grande expérience, ils sont faits pour les mannes de combustible, et donc ils sont en parallèle. Dans le GV, nous avons un échange en transversal. Donc, nous avons fait des essais à la fin de l'année. Je ne connais pas encore les résultats de dépouillement des données. Bon, et nous avons un projet, les précurseurs, qui c'est une installation de 10 MW thermique, réchauffé électriquement, qui représente à l'échelle les réacteurs de 30 MW électriques seulement. À la place du cœur nucléaire, il y a des camps chauffantes. Mais il y a tout. Pour le reste, il y a tout, compris la turbine. Parce qu'on veut voir comment mettre au point la procédure des start-up qui sera différente de celle de Superphénix, parce qu'on doit opérer à température plus élevée, en très haut. Bon, pour vous dire que vous avez déjà dit que nous avons sociétés en France, en Italie et en Angleterre, et nous avons des partnerships évidemment avec différentes organisations dans les 3 États pour aller le plus vite possible. Nous avons acheté des sociétés, en particulièrement SRS, c'est la société qui avait fait les projets de toutes les autres installations plomb faites en Italie, faites en Roumanie, faites en Angleterre et en Chine. Et donc, en ayant une société qui a fait les projets de toutes les installations précédentes, on peut aller vite dans notre programme qui doit nous conduire dans le prochain, d'ici la fin de l'année prochaine, à avoir au moins 12 installations d'essai, avec des objectifs différents l'une de l'autre. Vous pouvez imaginer. Fucina Italia est la société qu'on était SRS qui a fabriqué plutôt les composants et les circuits. Nous avons aussi acheté Rusci, qui est une société franco-suisse, qui est un fournisseur de pompes à eau pour EDF. Mais il rentre dans notre logique parce qu'ils ont l'expérience après de savoir comment préparer toute la documentation vers l'autorité de sûreté. Donc la technologie, on est en train de les trouver ailleurs. Je ne peux pas dire plus sur cet aspect. Bon, donc je pense que je suis arrivé un peu trop tard. À la fin de ma présentation, je ne sais pas, les questions peut-être tout à la fin, je ne sais pas. Ouais, je vais essayer de rattraper un peu le temps. Je vais essayer d'être assez synthétique et puis si besoin de précision, on aura la séance de questions à la fin. Alors, petit rappel, j'imagine que vous êtes tous bien au courant, le cycle du combustible français, Luciano en a parlé. Aujourd'hui, on recycle le combustible UO2 usé une fois en monorecyclage, donc c'est-à-dire que 10% de notre électricité environ vient du recyclage des combustibles UO2 qui ont déjà été irradiés une première fois en réacteur à eau légère. Donc ces combustibles MOX-REL sont fabriqués à Orano dans le Gard. C'est le schéma actuel. La France a choisi donc de s'orienter vers un cycle fermé. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Il y en a qui, comme Luciano le disait en introduction, qui ont choisi
pour l'instant, de ne pas recycler le combustible, c'est-à-dire qu'ils stockent le combustible usé sans réutiliser la matière qui reste valorisable. Alors, dans ce cycle du combustible français, quelle est la vision de Nucléo et l'apport des réacteurs à neutrons rapides dans ce cycle français? Quand le combustible UO2 est irradié, on va récupérer 1% de ce combustible en plutonium. On le réutilise donc à nouveau dans des réacteurs à eau légère. Et ensuite, ce MOX REL usé est entreposé en attente d'une future utilisation. Cette future utilisation, c'est avec un réacteur rapide qu'elle sera la plus efficace et qu'elle va permettre un multi-recyclage à l'infini. Pourquoi? Et là, c'est la puissance et la magie des réacteurs à neutrons rapides. En fait, à chaque tour dans un réacteur, à chaque irradiation, le plutonium va se dégrader, son vecteur isotopique va se dégrader. Alors c'est ce qu'on entend, se dégrader, mais se dégrader pour les réacteurs à eau légère, puisque les réacteurs à neutrons rapides, eux, sont capables d'utiliser, on va dire, tout type de qualité de plutonium. Et c'est beaucoup plus ouvert que les réacteurs à eau légère. Et c'est ça qui va nous permettre de recycler et ce fameux multi-recyclage en RNR. Et c'est la boucle ici que vous voyez avec les briques orange apportées par Nucléo. Alors par contre, pour justement fournir nos réacteurs, il faut fabriquer ce combustible. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une usine de fabrication de combustible MOX-REL. Ceci dit, cette usine, elle n'est pas capable de fabriquer du combustible MOX-RNR. Pourquoi? Parce que le MOX-RNR est... ou le combustible rapide, puisqu'on m'a repris plusieurs fois que le MOX-RNR sur les anciens de la TPU porte à confusion parce que le MOX, de manière générale, est associé au REL. Là, je parle bien du combustible rapide, a une teneur en plutonium bien plus importante. C'est des vecteurs isotopiques du plutonium plus important aussi. Et donc, tout le dimensionnement des équipements, notamment d'un point de vue radioprotection, criticité, thermique, enfin de la sûreté, les dimensionnements sont différents. Mais pas seulement, le procédé aussi est différent en lien avec les spécifications combustibles du réacteur à neutrons rapides qui sont différentes de celles du réacteur à eau légère. Et donc, Nucléo a pour ambition de contribuer à cette fermeture du cycle plutonium, du cycle du combustible français. Il y a beaucoup de startups, vous en avez entendu parler, et certains sont déjà venus, je pense, faire des conférences aussi, qui développent des concepts de réacteurs. La particularité de Nucléo, c'est qu'on développe aussi l'usine de fabrication de combustible à destination des réacteurs. De cette manière, ça nous permet aussi de maîtriser notre planning. C'est-à-dire qu'on a pour ambition d'avoir dès le début, enfin à l'horizon 2030, notre réacteur LFR 30 MW et l'usine qui permet d'alimenter nos combustibles. Alors, cette usine, qu'est-ce qu'elle va être capable de recevoir et qu'est-ce qu'elle va être capable de fabriquer? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir recevoir du plutonium même issu du recyclage des MOX REL usés. Donc, on dimensionne l'usine pour ça, pour évidemment des autres types de plutonium, ex-UOX, et avec des teneurs en américium supérieures à 3%. Ce qui permet au final de contribuer aussi à la stabilisation du stock plutonium français. On a aussi dimensionné pour être en capacité de recevoir et de diluer ce plutonium avec de l'uranium de retraitement. Aujourd'hui, Luciano en a parlé tout à l'heure, l'uranium de retraitement est stocké,
Parfois, il est réenrichi pour alimenter certaines centrales du parc EDF. Ici, encore une magie du neutron rapide. On peut diluer le plutonium avec de l'uranium de retraitement non réenrichi. Juste une conversion entre l'U3O8 et l'UO2. Et ça peut être notre apport de dilution de notre plutonium pour préparer ce combustible rapide. Et c'est important parce que les stocks en France sont importants et donc ça contribue encore plus à l'indépendance énergétique justement et à diminuer le besoin d'uranium minier. De plus, une petite spécificité de la fabrication combustible rapide, on va être capable aussi d'intégrer des rebuts de fabrication à une hauteur jusqu'à 20%, et donc de réutiliser des matières aujourd'hui stockées en France qui sont en attente d'une future réutilisation, avec des teneurs qui peuvent aller jusqu'au maximum à environ 35%. Donc, tu me corrigeras, Dominique, si besoin. Sur le procédé de fabrication, donc assez classique, étant donné qu'on a pour ambition d'avoir cette usine de capacité industrielle dès les années 2030, on ne part pas sur des procédés innovants avec des gros gaps technologiques qui nécessitent de la R&D, mais plutôt on capitalise sur ce qui a déjà été fait, et notamment à la TPU de Cadarache. Donc on mélange des poudres d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium, on les dose, on les ajuste à la bonne teneur en fonction des spécifications de combustible que nos collègues du LFR nous préparent. On fabrique des pastilles avec des trous à peu près aux mêmes dimensions de Superphénix, comme dit par Luciano. On fabrique nos aiguilles qu'on assemble pour faire des assemblages combustibles qui sont ensuite expédiés vers nos LFR. Donc Luciano l'a dit, et à la fin, on a eu en 2024 de mémoire plus de 6 réunions avec l'ASN, l'IRSN, l'ASNR maintenant, où on a abordé au final tous les gros risques de l'installation, toutes nos premières options de sûreté, et qu'on a conclu au final par la remise d'un dossier d'options de sûreté en décembre 2024. Donc une grande étape qui nous permet de rester, on est sur on track, comme on dit, sur notre planning de déploiement de notre usine. Donc, en fonction du nombre de réacteurs qui seront déployés, LFR, évidemment, les capacités, elles vont augmenter. Et donc, notre idée de cette usine, c'est tout d'abord une première ligne pilote de 40 tonnes de métal lourd par an, qui ensuite, par modularité, on va rajouter des modules au fur et à mesure du déploiement de nos réacteurs. Pour atteindre, aujourd'hui, notre plan est 3 modules en tout, donc une pilot line plus 2 extensions. Donc, je vais pas m'attarder sur chaque chiffre, mais ici, vous avez un comparatif des combustibles nucléo 30 MW par rapport à ce que certains dans la salle connaissent, des combustibles Superphénix, avec le tube hexagonal que Luciano vous a expliqué sur la présentation juste avant, en sachant que, comme je le disais, on s'appuie sur les REX en termes de fabrication de combustible et on n'innove pas sur le procédé. Et sur les caractéristiques des combustibles, on peut voir notamment que on est un peu moins grand que Superphénix en hauteur, une longueur partie active plus faible, et puis après un nombre de crayons, nombre de pastilles, aiguilles, hauteur pastille, on reste dans les gammes, même si pas exactement pareil, et le diamètre de la pastille par contre est quasiment le même que Superphénix.
Donc ici, vous avez la représentation d'un assemblage LFR 30 MW. Et ok, ici, vous voyez l'image, ce fameux tube hexagonal interne qui ne s'affichait pas tout à l'heure. Ici, vous le voyez. Donc le tube hexagonal externe et l'interne. Pour développer cette usine, on a un programme quand même de développement et qualification, donc avec un atelier qu'on a baptisé Faster, qui va démarrer cette année, en 2025, et qui va nous permettre, donc comme je disais, pas de R&D, par contre un peu de développement et qualification, et ça va nous permettre d'accélérer et de tenir notre planning avec des principes de test and learn fast, une usine de fabrication de combustible rapide, c'est énormément de boîtes à gants qu'on va standardiser pour gagner, toujours pareil, coût planning, l'ambition de Nucléo, c'est vraiment de permettre un nucléaire durable, sûr et économiquement compétitif. Et donc, un prototype de boîte à gants qu'on essaye rapidement, qu'on construit et ensuite qu'on réplique. Et des tests fonctionnels. Et cette plateforme Faster nous permettra aussi de préparer l'avenir avec des formations, de la réalité virtuelle, les tests de maintenance, notamment de toutes nos boîtes à gants, parce qu'on sait que c'est un sujet important pour le design. J'en ai fini là. Je vous remercie infiniment et nous sommes à votre disposition pour toute question. C'est bon. Des questions? Ah. Merci pour vos exposés, mais qui laissent quand même beaucoup de questions. La première, vous félicitez de ne plus avoir de couvercle cœur, bien sûr, mais comment faites-vous pour mesurer les températures et détecter les ruptures de gaines? J'avoue que je n'ai pas bien compris votre système d'interconnexion avec entre assemblages qu'on enlève. J'avoue que tout ça me paraît, enfin, pour moi, est flou. Donc si vous pouviez un peu développer ça, et comment faites-vous? D'abord, je pense que vous avez des détections de rupture de gaine, bien sûr, et aussi donc les températures sur Superphénix, il y avait un doigt de gaine dans lequel il y avait 2 thermocouples. Donc tout ce système-là, comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, les têtes d'assemblage combustible, ils sont interconnectés dans le sens qu'il y a des cams qui rentrent dans l'élément, 3 cams qui rentrent dans les éléments adjacents, en partie à 2 niveaux. Donc, si on élimine, si on va tourner 6 cams, les 3 de l'élément qu'il faut déplacer et les autres 3 de l'élément qui rentre dans l'élément en question, on peut les libérer et donc on les sort. Tenant compte que finalement, on cherche d'être le plus neutre possible dans le sens que le poids de l'assemblage est soutenu par les plombs, mais évidemment il y a quelques variations de niveau et donc il doit être ajusté par cet système de fixation. Donc là, je dis on fait l'inverse parce que dans un réacteur normal, on a d'accélération de l'élément de combustible vers le bas, donc il est tenu en bas et peut avoir une expansion vers le haut. Pour nous, l'accélération c'est l'inverse, on fait l'inverse. Donc on le fixe par le haut et on reste libre en expansion vers le bas. Autre chose, la température, on est en train de développer 3 systèmes différents. Et donc, il n'y a pas encore la solution finale. Ceux qui sont plus ambitieux, mais qui ont moins de probabilités. Donc, en disant que nous aussi, nous avons des thermocouples
la solution la plus traditionnelle des thermocouples qui prend la température à la sortie de la partie chaude qui est en bas. Ils sont soutenus par l'extension de l'assemblage jusqu'à la partie haute. Et après, évidemment, à partir du bouchon tournant, il faut avoir un système qui arrive à contacter. Donc, il y a un contacteur qu'évidemment, il faut déplacer, il faut remonter quand on doit faire la manute. Alors, ça, c'est le système qui est basé sur une technologie existante, mais elle est le plus compliquée. Il y a d'autres systèmes qui sont plus innovants, sur lesquels on n'a pas la confiance, mais aussi dans la transmission de la température de la position. On arrive à ça, on va voir si ça marchera. Donc on a 3 systèmes différents, disons, technologie courante, compliquée, et technologie plus dure, plus ambitieuse, mais le choix final, ça dépendra des résultats expérimentaux qu'on va faire. Ça, c'est la mesure de température. À la détection de la fuite, là, on est obligé de compliquer la fabrication, et je m'adresse à toi, évidemment, parce que là, il faut faire du gas tag. C'est-à-dire, on doit, dans chaque assemblage de combustible, mettre des gaz traceurs avec différents pourcentages. Ça a été une solution qui avait été étudiée dans le passé pour Prism, dans les années 90. Je ne sais pas, actuellement, parce que j'ai travaillé avec General Electric dans les années 90, et ce système avait été étudié par l'ENEA. Donc, il y a l'étude de l'expérience ENEA sur ce système. Mais je ne sais pas si le General Electric maintenant il a gardé ce système ou pas, mais donc c'est notre référence. C'est un peu compliqué, mais en principe, ça marche. Ce n'est qu'une détection gaz. C'est une détection gaz. Donc, Uniquement, oui, uniquement. Donc, s'il y a une fuite, donc tout assemblage, tous les aiguilles d'un assemblage ont les mêmes gaz traceurs à l'intérieur. Donc, s'il y a une fuite dans une gaine, on devrait pouvoir repérer l'assemblage et donc extraire l'assemblage en question. Évidemment, ça complique un peu la fabrication, ce n'est pas ton rêve, I know, je sais, mais c'est ce qu'on peut faire actuellement. OK. Question? Oui, merci. Patrick Dumas, CEA IREN. Bon, évidemment, on aurait beaucoup de questions techniques. En particulier, on n'a pas beaucoup parlé de sûreté, mais bon. Non, moi, en fait, il y a une seule question, c'est le choix du 200 MW électrique. C'est toujours un sujet, parce que finalement, pourquoi pas 150 ou pourquoi pas 400 ? Je ne vois pas finalement qu'est-ce qui détermine Donc, de toute façon, avec 200 MW électrique, vous n'êtes pas isogénérateur. Donc, du coup, voilà. Pourquoi vous ne faites pas 300, par exemple ? 300, c'était joli, 300 MW électrique, ça fait on remplace des chaudières à charbon, je ne sais pas. Voilà, comment on justifie quel est l'aspect modulaire qui justifie le 200 MW électrique ? À la fin, il faut fixer une puissance. Et il y a plusieurs aspects à considérer. Je peux vous dire que c'était une question banale, évidemment. En futur, je n'exclus pas qu'on change la puissance, mais si on la change, ce sera pour augmenter la puissance. Bon, il y a une prudence à commençant, mais je peux vous dire franchement, parce que j'étais parti avec les 200. Parce que si on va dans le passé, le climat vers le nucléaire c'était un peu différent. Le plutonium c'était le diable, donc il fallait brûler le plutonium. Donc on avait commencé avec un projet de
avec un breeding gain de 0,55, le minimum qu'on avait pu réussir à faire. Hein, parce qu'après, c'est aussi difficile si vous voulez descendre trop dans le breeding gain. Mais donc, on avait cherché de faire les breeding gains les plus bas possibles. Alors, donc, et vous imaginez, si on fait un breeding gain qui est très bas, on augmente le teneur en plutonium, on fait un réacteur très compact. Alors là, j'avais un critère, de 100 MW, je pouvais les contrôler avec les barres à l'extérieur du cœur, tenu compte de la diffusion des neutrons dans un cœur rapide. Si j'augmentais, je passais à 300, je ne pouvais plus les contrôler par l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait après? Je dirais qu'elle a changé la mode, hein, parce que dans le nucléaire, il me semble qu'il soit une mode. Elle a changé la mode, donc maintenant, le plutonium, il a plus de valeur qu'il avait il y a 5 ou 6 ans. Mais on a dit, bon, il vaut mieux être encore brûleur. Et donc, on est passé à un breeding ratio de 0,9. Donc, on ne veut pas consommer trop de plutonium, mais dans quelques états, il est aussi intéressant de déclarer qu'on brûle. Bon, voilà. Mais en passant à 0,9, on a dû augmenter la dimension du cœur et je ne peux plus le contrôler par l'extérieur. Donc, la raison que j'avais initialement pour choisir les 200 MW, ce n'est plus valide aujourd'hui. Hein. Je dois donc, mais ça, c'est l'histoire. Hein. Donc, alors, demain, on sera demandé, j'espère, hein, qu'on nous demande d'augmenter les breeding gains, parce que ça signifie qu'il y a l'intérêt pour les rapides. Donc, si c'est ça, on pourrait gagner un petit peu dans la configuration actuelle. Je ne sais pas si on arrivera à 1, ce sera très difficile, mais on cherche d'évaluer si dans la configuration que nous avons, en gardant la même géométrie du réacteur, hein, en changeant seulement les quais, donc les mêmes pompes, les mêmes générateurs de vapeur, les mêmes vestes, les mêmes bouchons tournants, si on arrive à remonter. Et ça, c'est l'étude en cours. Mais probablement, pour le futur, la puissance idéale d'un réacteur au plomb se situera autour de 400 MW, je pense. Mais on ne va pas faire tout d'un coup. Donc, probablement, ce ne sera pas moi à le développer, cet réacteur. Mais ce sera après qu'on a fait le déploiement de 200 MW. Ça pourrait être 10 ans ou 20 ans après. Mais je pense que ça doit être la puissance qui est acceptable au niveau du dimensionnement mécanique, qui permettrait d'être sûrement isogénérateur sans faire trop de magouilles et qui économiquement se présente bien, je pense. Évidemment, on pourra monter. Moi, je pense qu'il y a une limite mécanique autour de 600 MW, mais je ne voudrais pas. Et donc, j'exclus de pouvoir fournir 1000 MW. 600, c'est probablement la limite. Et 400, l'optimum pour la série. Mais on est prudent. Il faut de la prudence. Merci. Mais on cherche à découpler les composants, ça c'est important. Donc on va accéder les concepts modulaires, mais je dis, pour nous, l'implantation idéale actuellement, c'est 800 MW. Pratiquement dans le même bâtiment pour utiliser, je pète la même machine de rechargement et le même stockage en eau. Oui, merci pour votre exposé. Vous avez un programme de réalisation, un planning de réalisation extrêmement ambitieux, en particulier pour votre atelier de fabrication de combustible. Donc vous allez être très vite confronté au problème du choix du site. En particulier, d'après ce que j'ai retenu de vos exposés, toutes vos discussions se passent avec les SNR.
Donc, ce qui veut dire qu'a priori, vous visez la France comme site de construction, à la fois pour l'usine de fabrication et pour votre prototype de réacteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces choix de sites? Tu veux le dire toi? Tu réponds. Bah, stay tuned. En la presse, on peut rien annoncer là. C'est un sujet, en effet. Voilà. J'espère qu'on pourra vous donner réponse bientôt. Fin du suspense, normalement bientôt. Mais en France, dans tous les cas, sans briser aucun secret, oui, l'usine de combustible rapide et le LFR 30 s'implanteront en France. Oui, bonjour. Faster en France aussi, oui. Je sais pas, on n'a pas encore annoncé officiellement à la presse. Mais on est en train de discussions pour Faster, pour les lieux, pour les MOX, pour les réacteurs, pour les 30. Hein. Après, donc les 30 sera en France, mais pour les 200, on ne sait pas quel est. Mais nous, on vise plusieurs pays. Et donc, on sait, je ne peux pas dire quel sera le premier pays dans lequel on aura les 200 MW en fonction. Hein, on vise tout. Donc, on vise 4 gigawatts en France, 4 gigawatts en Angleterre et autres 4 gigawatts dans d'autres pays européens global. Oui, l'autorité, bien sûr, donc, elle a admis qu'effectivement, au stade actuel, on leur a dit le terrain, on ne sait pas encore où. Donc il y a des préétudes qui sont faites avec des valeurs sismiques bornées, de manière à faire des prédits. Et dès qu'on a le terrain, tout ça, ça sera réajusté et présenté à l'autorité. Mais il n'y a pas de, pour l'instant, ça nous a pas bloqué vis-à-vis des dossiers d'options de sûreté et des discussions qui y a lieu avec, sur le réacteur. Voilà. Oui, merci pour votre présentation, Frédéric Coppel, EDF. Oui, ma question rejoint un peu la question précédente. Avez-vous commencé à réfléchir à la conception d'ensemble de la centrale, et pas simplement le cœur dont vous nous avez parlé, et notamment les niveaux d'agression à prendre en compte, sont-ils équivalents à ceux à prendre en compte pour les REP de 4e génération? On a parlé rapidement du séisme, mais on peut également parler de la chute de l'avion commercial, des inondations, des tornades, toute cette série d'agressions qu'il convient de prendre aujourd'hui. Oui, oui. Ça applique la même législation hein, vis-à-vis de la SN. Et donc, on est... Non, donc, on a... Donc, j'ai parlé du réacteur parce que je pense que c'est la chose la plus importante dans une présentation comme celle-là. Mais, je dis, si on est en train de chercher un site, il faut savoir combien d'hectares on a besoin, et quel sera notre layout et tout ça. On l'a, hein, à un niveau préliminaire, évidemment, mais on va en parallèle sur toute la centrale, y compris la turbine et l'alternateur, hein, qui sont en cours de dimensionnement. Mais là, bon, c'est très facile parce que des 100 MW, on les trouve hein, déjà chez les fournisseurs. Donc, mais on est en train de développer tout l'ensemble de la centrale. Évidemment, le système primaire et le cœur, ils ont une priorité parce que c'est la partie dans laquelle il y a plus de développement à faire. Hein. Donc, sur la partie conventionnelle, j'espère qu'on peut utiliser tous les know-how qui existent déjà. Hein. Donc, avec l'EDF, on a beaucoup de contacts, hein, aussi à haut niveau. Et j'espère un jour de pouvoir faire une stratégie ensemble. Bonsoir, merci pour votre exposé. Autant votre projet sur la partie cycle et usine de combustible est hyper clair et d'un niveau de maturité assez net, avec une faisabilité qui est quand même assez forte. Par contre, sur le réacteur, votre présentation, vous avez levé beaucoup de points.
a présenté beaucoup de choses et des comparaisons avec notamment la filière sodium précédente. Par contre, on n'a aucun élément objectif du niveau de maturité, soit de vos briques technologiques, soit de votre réacteur, et donc in fine de la faisabilité réelle de votre réacteur. Aujourd'hui, est-ce que c'est qu'un concept au niveau design et qui finalement, avec un niveau de confiance dans la maturité réelle des technologies très faible et qui ne verra pas le jour, ou est-ce que vous avez des données objectives à nous présenter sur la maturité de vos différentes briques technologiques et donc la maturité de votre réacteur? Merci. On avance très vite à la conception et la justification de ça, c'est que j'ai anticipé que d'ici 2 ans, nous aurons en fonction 12 installations d'essai. Et quand je parle d'installation d'essai, si on va tester une partie d'un générateur de vapeur, ça signifie que cet prototype de générateur de vapeur, que ce sera une partie en horizontale comme ça, mais des tubes qui seront la vraie longueur. Et donc là, on est en contact avec les fabricants parce qu'ils nous donnent des tubes sans soudure de 40 mètres. Pour vous donner un détail des besoins dont nous avons et de la géométrie dont nous avons besoin. Les générateurs de vapeur, il est un réacteur relativement compliqué pour les courbures des tubes, parce qu'il faut arriver à la plaque tubulaire. Mais les essais des courbures qui sont nécessaires dans les différents tubes, ça ont été déjà faits. Donc on sait qu'on peut réaliser certaines formes de tubes de générateurs de vapeur. On est en contact avec beaucoup de fabricants pour l'étude. Donc, par exemple, un composant compliqué, c'est l'inner vessel, le vessel interne, ce qu'il appelle ampolla shape inner vessel. C'est un vessel relativement compliqué. Là, Walter Tosto, qui a participé au programme de développement, il a fait toutes les évaluations de faisabilité. Alors, Walter Tosto, c'est une société qui fabrique les vaisselles des réacteurs. Donc on a pour les composants critiques, pour la plus grande partie des composants critiques, on a déjà des études de faisabilité. On sait qu'on peut faire la pompe. Mais là, sur ce sujet, je ne peux pas ajouter beaucoup aujourd'hui, peut-être d'ici quelques mois. Donc il y a des aspects sur lesquels, par contre, la décision n'est pas prise. Et je reviens à la mesure ça c'est classique, la mesure de la température sortie plomb. Là, on est en train de développer 3 solutions différentes en parallèle. On n'a pas encore choisi. Mais on se prépare avec la solution la plus compliquée, en espérant de simplifier la solution. Sur l'instrumentation, on est en train de travailler aussi avec des sociétés ici en France pour l'instrumentation. Cette instrumentation, on aura la chance de la tester sur le réacteur Tapiro. C'est bizarre, mais en Italie, le seul réacteur rapide qui existe en fonction, mais c'est seulement 5 kW. Tapiro qui est à Rome. Et c'est rapide. Et donc, évidemment, on ne pourra jamais avoir les coefficients de contre-réaction de température de ces réacteurs, mais essayer l'instrumentation, oui, ça on pourra le faire. Des données relatives à les neutroniques du plomb, ça on pourra les tester. On veut essayer le shielding sur ces réacteurs, parce que évidemment, entre les problèmes que nous avons, je dois l'avouer, nous avons compacté beaucoup de réacteurs. Comme vous avez vu, les tout petits. Si on réduit trop, on a le problème du shielding. Et je dis ouvertement, j'avais fait un réacteur naval avec 3,5 mètres de diamètre. Je dois recommencer.
parce que je ne peux pas accepter au niveau de la fuite de neutrons qu'il y a de cet réacteur. Donc il ne faut pas exagérer non plus dans les dimensions. Alors il vaut mieux à la fin. Donc moi ce que je dis, un réacteur de moins de 100 MW thermique, ça n'existe pas. Hein. Ça c'est un petit peu mon opinion. Donc il faut qu'un réacteur nucléaire, il ait un minimum, surtout si c'est rapide, il faut un minimum de puissance, hein, un minimum de dimension, parce que sinon, l'acier qu'on ne met pas dans les réacteurs, eh bien, on se les trouve dehors pour les shieldings qui sont nécessaires. Donc, le shielding, c'est quelque chose qui, pour certaines applications, par exemple, si on veut faire un réacteur naval, ça devient important. C'est relativement important aussi sur les 30 MW. Sur les 200, on a un peu plus de place. Et donc ça, on est en train d'étudier l'optimum entre modération, absorption, hein, parce que on est rapide, et donc il vaut mieux en quelques cas modérer avant de passer à la phase d'absorption. Et donc on doit optimiser cette shielding, et ça, je compte de l'essayer à Rome encore, dans le réacteur Tapiro, parce que là, eh ben, pour le shielding, c'est suffisant. Hein? Donc, pour dire que nous n'avons pas seulement un projet, nous avons un programme expérimental sur tous les côtés. Évidemment, ce qu'il nous manque un réacteur rapide d'irradiation en Europe. Et ça, on ne l'a pas. Donc, on est en contact avec les Japonais et on espère qu'ils remettent en fonction Joyo. S'ils le mettent en fonction, donc on a des discussions avec eux pour tester nos coatings qu'il faudra mettre sur les aiguilles de combustible et pour l'essayer, pour gagner du temps, hein, pour l'essayer sur Joyo. Et on espère pouvoir essayer en capsule de plomb dans Joyo. Donc tout ça, c'est en cours. Donc on ne veut pas qu'il reste un réacteur papier. Hein. On est en train, sur chaque point, de trouver l'élément de support expérimental. Et ça, on a promis à l'autorité de sûreté. Hein. Et déjà, représentants de la sûreté, ils sont venus à visiter notre installation expérimentale et on a montré notre programme. Évidemment, je peux vous dire, oui, une critique que nous avons reçue, c'est dire, mais votre dernière installation, ce sera les précurseurs, hein, ce sera disponible seulement d'ici 2 ans. Et donc notre réponse est, c'est vrai, mais ça doit confirmer le fonctionnement d'ensemble. Tous les aspects technologiques, par exemple la stabilité du générateur de vapeur, on aura déjà cette année la réponse. Donc on a déjà planifié 12 installations d'essai. À la fin, je pense qu'ils seront 15. Dans chaque installation, on tirera des informations ponctuelles qui seront la base pour notre décision de sûreté. Évidemment, le fonctionnement d'ensemble et la confirmation de la procédure, par exemple, de démarrage, ça, on l'aura seulement à la fin de l'année prochaine, au début de l'année suivante. Hein. Mais on a beaucoup d'objectifs intermédiaires, hein, des confirmations du projet. Et j'insiste sur ces points. L'heure passe et nous sommes contraints par les horaires de l'ENSAM. Donc je propose de remercier Luciano, Aude et Dominique de leur intervention. Et je pense que nous aurons l'occasion de les revoir d'ici peut-être 2 ans pour confirmer les avancements annoncés dans les différents sujets d'études en cours. Voilà, je vous remercie beaucoup et Thank you.